Bonjour tout le monde. Je suis en ce moment via le net avec Pascal Mallet qui est de l'île de la Réunion, toujours dans notre série sur la pratique de l'hypnose à travers le monde. Donc on voyage dans différents pays avec différentes personnes. Ça fait déjà quelques années que je connais Pascal qui utilise l'hypnose, hein? Oui, oui, en consultation privée, mais aussi en tant qu'enseignant, en formation. Donc Pascal, je vais comme dans un premier temps te laisser te présenter. Très bien. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Alors effectivement Isabelle, on se connaît depuis 2009, où j'ai fait ma première formation avec toi. Avant ça, j'avais eu un parcours dans le monde de l'entreprise pendant 14 ans, dans le contrôle de gestion, dans un poste de directeur administratif et financier. Et puis il y a eu un moment donné où il y a quelque chose qui s'est activé. Et puis il y a eu on va dire un autre parcours qui a démarré, qui a démarré il y a à peu près une quinzaine d'années déjà. Et avec la rencontre de l'hypnose notamment, et l'hypnose m'a conduit par la suite à reprendre des études en psychologie clinique. Et aujourd'hui, je suis installé en tant que psychologue clinicien et psychothérapeute en libéral. Donc, ça fait une partie de mon activité, donc une activité de consultation qui consiste à recevoir sur une semaine environ entre 25 et 30 personnes en consultation. Et à côté de ça, il y a effectivement une activité de formation en partenariat avec ma sœur Nathalie, où on est avec l'Institut Betterfly, on propose des formations accréditées par IDECOM notamment, en hypnose, en formation de coach professionnel. On propose aussi des formations de PNL. Les mouvements oculaires, l'actualisation par les mouvements oculaires, une méthode que je trouve très élégante et pratique que tu nous as proposée. Et voilà, donc une activité de formation, une activité de consultation et effectivement, là-dedans, il y a l'hypnose. Il y a l'hypnose Ouais. qui a été très structurant dans ce parcours. Mm. Pascal, sans aller dans les secrets des dieux, parce que je sais qu'il y a des choses que tu pourras pas raconter, mais tu fais aussi de la recherche en hypnose. Oui, tout à Donc, je trouve fait. ça intéressant que les gens sachent ça aussi. Donc, il y aura des publications spécialisées aussi qui s'en viennent en lien avec ça. Donc, j'en dis pas plus. Mais c'est aussi une des raisons pour laquelle je trouvais ça intéressant Mhm. qu'on discute ensemble aujourd'hui, parce que tu es vraiment à la fine pointe de ce qui se passe, tu as beaucoup de questionnements sur la nouvelle hypnose, les nouvelles façons de faire de l'hypnose, Mhm. qu'est-ce qui marche avec la Mhm. clientèle. Parce que dans ton cas, tu as comme une double casquette, en fait plusieurs, là, mais hypnose et Oui. coach. Oui. Alors effectivement, dans le cadre de mes consultations, on va dire que c'est une consultation de psychologie et psychothérapie. Et mais effectivement, il y a quelque chose qui va émerger en fait de la rencontre avec des personnes et ce qui va émerger va pouvoir s'orienter effectivement en fonction des besoins, de la demande, de la rencontre avec cette personne. Donc il n'y a pas une technique qui va être prédéfinie, mais on va dire un parcours qui me permet d'avoir des structures de contact avec une personne. Et dans cette rencontre, quelque chose va émerger. Il y a des tendances à l'action qui vont s'organiser, qui vont être amplifiées, qui vont être orientées, et puis on va pouvoir orienter le travail dans une direction donnée et avec des outils qui vont être adaptés à chaque personne parce que dans cette idée de l'hypnose, notamment on a Milton Erickson qui nous a apporté en fait cette notion-là en s'inspirant de Carl Rogers, c'est-à-dire que la personne qui est là, on ne la connaît pas, ne nous connaît pas, et l'interaction entre elle et nous, elle est à découvrir en fait. Et donc c'est avec cet abord-là, ce présupposé-là qu'on peut démarrer une rencontre dans la pratique. Ce que je trouve intéressant, Pascal, dans ta pratique de psychologue, parce que on peut très, très bien ne pas utiliser l'hypnose, bien évidemment, il y a toutes Mhm. sortes d'approches, mais l'hypnose a des choses absolument particulières à offrir hein, à la clientèle. Qu'est-ce que tu dirais qui est un bonus ou un avantage quand tu utilises l'hypnose avec tes clients? Alors, déjà, l'avantage, c'est que est-ce qu'il faut parler de l'hypnose en tant que technique ou est-ce qu'il faut parler de l'hypnose dans ce qu'elle apporte dans la relation à l'autre? Oui. Et déjà, elle m'a permis ben, d'approcher en fait la relation de façon différente, avec une structure particulière de contact avec l'autre. Et cette structure particulière nous permet en fait de laisser émerger une communication qui va prendre en compte les différents aspects
qu'une personne va exprimer à la fois des aspects conscients dans son discours, les contenus de ce qu'elle dit, et en même temps sa façon de dire les choses, la façon dont le corps s'exprime, la façon dont des aspects inconscients vont apparaître en même temps que des aspects conscients, et il va y avoir un processus qui va permettre de communiquer à ces différents niveaux-là, à la fois avec des aspects conscients, des aspects inconscients, et de permettre à un moment donné des expériences que la personne va pouvoir vivre, où l'hypnose va nous permettre d'aller au plus proche finalement d'une expérience brute, sensorielle, non déformée par les conceptions habituelles qu'on peut avoir de soi-même, et va permettre ensuite une réorganisation des expériences, des différentes complexités psychologiques de la personne, puisque l'hypnose est une technique qui peut s'appliquer en thérapie et qui va permettre donc une intégration de différentes facettes de la personnalité, qui va permettre qu'une personne puisse contacter des capacités latentes qu'elle n'utilise pas encore, qui va permettre qu'elle puisse faire des réassociations entre différentes expériences et différentes conceptions d'elle-même, des nouvelles conceptions qu'elle va associer à des actes nouveaux, pourquoi pas. Et elle va mettre la personne en relation avec des futurs possibles qu'elle n'avait peut-être pas envisagés. Et ce qui va être intéressant, je pense, c'est que ça permet à une personne d'apprendre qu'elle a une partie consciente qui a une utilité et qui a un fonctionnement, qui est compétente dans certains domaines, qui est compétente, par exemple, pour aller acheter un kilo de tomates. Enfin, en même temps, cette partie-là, elle va être vite limitée et dépassée quand il s'agit de questions, par exemple, relationnelles, de questions d'évolution de la personne. Et c'est bien d'apprendre à utiliser la bonne partie par rapport au type de problématique qu'on peut avoir, et de pouvoir orienter le conscient sur ce qu'il sait faire, mais faire en sorte qu'il n'interfère pas non plus avec une dimension plus créative, plus tournée vers le futur, plus tournée vers de l'inventivité, vers de l'apprentissage. C'est important ce que tu dis, hein, c'est de garder le conscient dans ce qu'il est bon à faire, mais inviter justement l'inconscient à être là aussi en consultation avec le client pour que, comme tu le dis, que le client puisse retourner chercher des forces aussi qu'il a à l'intérieur de lui. Et j'aime beaucoup cette idée, ce concept de futur possible. Mmh. Tout à fait. Il y a cette idée. Alors, je suis pas, même si je m'y intéresse, je suis pas un spécialisé neurosciences, mais ça me rappelle l'expérience de Libé, une expérience dans les années 80 qui a montré que la préparation motrice d'une action peut s'observer environ 350 millisecondes avant l'activation de la zone de la décision, et qu'ensuite, après cette zone de la décision activée, il y a 150 millisecondes où on peut inhiber l'action. Moi, je l'interprète, c'est une façon de métaphoriser ça, en disant que finalement, notre conscient vient toujours en second dans le rapport au monde. Il y a d'abord notre inconscient, dans la sensorialité, qui est engagé on va dire, dans une interaction avec notre environnement. Et en second, dans un passé immédiat, il y a notre conscient qui va s'approprier éventuellement certaines facettes de ces interactions, de ces vécus. Donc on peut dire que notre conscient, lui, même s'il appelle ça l'instant présent, il est dans un passé immédiat, tandis que notre inconscient, lui, il est dans le futur de notre conscient. Et que finalement, dans cet intervalle-là, il y a quelque chose qui peut s'inventer, qui peut s'apprendre, qui peut s'explorer, et donc de permettre finalement d'occuper notre conscient à quelque chose pour laisser la place à cette partie inconsciente créative. Je trouve ça fascinant quand on parle de tout ça. Bon, des fois, ça paraît peut-être un peu abstrait pour certaines personnes, mais en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on peut changer. Exactement. Et que même si le passé est important parce qu'on a vécu beaucoup de choses et on apprend à travers tout ça, à tout moment donné, notre futur peut être différent aussi. Exactement. Donc, et finalement, la psychothérapie telle que je la conçois, c'est pas nécessairement un travail sur le passé, c'est quelque chose qui va permettre de faire qu'une personne va retrouver de la maîtrise dans sa relation au futur et dans la relation à son environnement, et ça va impliquer sa sensorialité. L'hypnose, il y a quand même plusieurs dimensions. Il y a la dimension de l'état hypnotique, donc avec la transe. Donc on a des modifications de l'attention, donc on va avoir une attention sélective et orientée, une façon de modifier les repères qu'une personne va avoir dans un instant donné à son environnement, à une personne, à elle-même,
sa relation, sa conscience de soi, sa conscience de l'environnement, sa conscience de cette relation de soi à l'environnement. Et il y a le rapport hypnotique, la relation, qui vient structurer en fait et utiliser cet état hypnotique. Mais l'hypnose, c'est aussi quelque chose qui se vit par le corps, donc dans la sensorialité qui est engagée dans la relation au monde. Donc finalement, la psychothérapie et l'hypnose utilisée dans le cadre de la psychothérapie, ça permet à une personne de revenir au plus proche de sa relation au monde finalement, qui passe par le corps aussi. Tu parlais tout à l'heure de Rogers et puis du docteur Erickson, hein, dans leur philosophie aussi d'accompagnement par rapport à la relation. Donc, c'est quelque chose qui est important et que tu travailles aussi beaucoup là-dessus, hein, sur le côté relationnel. Oui, bon, Rogers en a parlé depuis longtemps. Il y a beaucoup de choses qui se développent aujourd'hui sur la question de la présence, sur la question d'une autre façon d'être en relation au temps, en relation au corps, à la sensorialité, à l'intuition. Donc on peut parler d'intuition également, de façon très concrète, dans quelque chose qui se vit, qui s'expérimente. Voilà, Erickson s'est inspiré aussi de ce cadre de l'approche centrée sur la personne pour proposer une relation qui permet en fait à une personne de se sentir en sécurité dans le cadre d'une séance. Et cette sécurité permet finalement que la personne puisse à un moment donné être en contact avec une dimension de son expérience en dehors de ses conceptions habituelles de soi. C'est-à-dire que elle va pouvoir aller contacter des expériences sensorielles, brutes, qui sortent un peu du cadre de ce qu'elle connaît, qui ont un caractère de nouveauté. Et par rapport à ce qui est travaillé, ça va permettre d'ajouter en fait à son expérience quotidienne des choses nouvelles et qui vont pouvoir être réorganisées, qui vont pouvoir être réorientées dans des buts, dans des nouvelles actions, qui vont donner lieu à de nouvelles attributions de signification. C'est-à-dire qu'on va faire de nouvelles associations entre les actes et les événements et les significations. Donc ça, c'est un point important. Et de façon aussi à pouvoir constater peut-être plus tard, probablement, que quelque chose a changé sans nécessairement savoir quand, sans nécessairement savoir exactement de quelle façon. L'idée, c'est que l'inconscient, il peut faire son travail et que le conscient peut se tenir juste disponible à observer des changements à un moment donné, mais au bon moment. Et il ne s'agit pas nécessairement qu'il soit témoin du processus pendant que ça soit en train de se dérouler. Ouais. Des fois, c'est surprenant, hein. Je pense à certains de mes clients, des fois, parce que des fois, le conscient revient en disant, oula, mais ça va pas, qu'est-ce que tu es en train de faire? Parce qu'il n'est pas habitué nécessairement que l'inconscient fasse des choses aussi, sans nécessairement qu'il soit au courant. Exactement. Donc, c'est l'idée que quelque chose peut se produire là où le conscient n'a pas accès. Et c'est précisément parce qu'il n'y a pas accès qu'il ne va pas y intervenir et interférer avec une dimension plus créative. Le conscient va être compétent pour certaines choses, on l'a dit. C'est vrai qu'en tant qu'être humain, on n'aime pas du tout l'incertitude. Et très rapidement, en général, quand on a un problème, on va vouloir trouver une solution rapidement et on va faire appel à ce qu'on connaît déjà. Et il faut trouver le moyen finalement de pouvoir faire appel à une partie qui, elle, est plus concernée par la créativité, par la nouveauté. Et donc c'est pour ça qu'on va faire appel à cette dimension de l'inconscient finalement. Souvent, les gens me disent, ça fait des années que je travaille sur moi ou que je fais des recherches et j'ai pas encore trouvé. Et souvent, je leur dis, c'est justement là que c'est le bon moment d'utiliser le travail avec l'inconscient. Parce que vous avez déjà essayé pas mal d'autres méthodes, d'autres façons de faire. Et ça va dans le sens que chacun a son métier, chacun a son travail, hein. L'inconscient fait pas les mêmes choses, comme tu as dit, que le conscient. Exactement. Ouais. Et une personne croyait en un inconscient réel, consistant, qu'il fallait approcher avec respect, il y a d'autres dimensions de la personne qui sont là, et que au début, dans le quotidien, en fait, ces dimensions sont présentes en même temps. Il y a d'autres auteurs qui en parlent. Il y a Stern qui est un psychanalyste qui a travaillé sur le développement de l'enfant. Il a parlé de deux systèmes de connaissances, un système de connaissances implicite, constitué de procédures motrices, sensorielles, d'affects, essentiellement des éléments non verbaux concernés par les apprentissages précoces, et un système explicite, verbal, déclaratif. Et finalement, tout au long de la vie, en fait, ce système implicite reste très actif, riche en signification, et
il vient toujours avec la dimension explicite. Les deux systèmes émergent ensemble. Et dans l'hypnose, finalement, on va travailler avec ces deux systèmes-là. On peut même subdiviser, on peut parler de différents sens de soi, corporel, linguistique, etc. Mais on va travailler avec tous ces aspects-là et pouvoir travailler, par exemple, on peut se saisir de quelque chose qui se produit à un niveau silencieux de la communication, un geste, un comportement, le resituer dans le contexte verbal en disant, une personne peut sourire, par exemple, on peut le lui signifier, ou on peut lui répondre à son sourire sans forcément le dire qu'on l'a vu. Donc il y a une communication, il y a un jeu de réponse et de communication qui se passe en dehors de ce qui se dit avec les mots, finalement, et qu'on peut utiliser aussi, et amplifier, et orienter. Dis-moi, dans ta clientèle, les gens qui viennent et avec qui tu peux utiliser de l'hypnose, ils viennent pour quelle thématique ou quelle raison à peu près? Il y a effectivement quelques personnes qui viennent et qui sont concernées par des thématiques de souffrance, de type dépression, anxiété, des phobies, etc. Et puis, à côté de ça, il y a une grande catégorie, enfin, il y a beaucoup de personnes actuellement qui viennent depuis déjà quelques années, qui viennent parce qu'il y a globalement une perte de sens par rapport à ce qu'elles font dans le quotidien. Une perte de sens au travail, une perte de sens même dans les relations. On va dire qu'il y a des questionnements plus existentiels, des questionnements sur un sentiment d'isolement, des questionnements sur le fait de pas savoir identifier une place qu'on pourrait avoir ou pas dans un groupe social ou dans une société. Donc il y a beaucoup de personnes qui se questionnent là-dessus. Il y a ensuite quelques personnes qui viennent pour des thématiques assez précises, arrêt du tabac. Très rarement, ça reste juste à ce niveau-là. Souvent, on voit qu'il y a d'autres choses impliquées par cette demande-là. Mais globalement, je reçois beaucoup de personnes qui sont dans des questionnements plus identitaires, plus parfois spirituels, existentiels. Et même si à ce moment-là, l'hypnose, on va pas forcément l'utiliser de façon formelle dans une séance structurée au sens classique de l'hypnose. L'hypnose en tant que philosophie ou pour ce qu'elle nous apprend en fait du fonctionnement humain, de la relation humaine, je m'en sers également. Déjà pour moi dans ma rencontre avec l'autre et en même temps dans les réflexions qui peuvent venir au quotidien parce que en tant que praticien, on est nous-mêmes concernés par toutes sortes de questionnements sur le fonctionnement humain, sur l'analyse de ce qui s'est passé dans une séance, sur la mise à jour de quelque chose qui a semblé très intéressant et qu'on va pouvoir peut-être généraliser en le testant, en l'explorant. Voilà. Donc des questionnements finalement qui sont variables. Je ne reçois pas que des gens qui sont en souffrance. On peut même dire que la plupart du temps, il y a plus une quête de connaissance de soi, de quête de sens, d'identité, de spiritualité. Ça, c'est quand même fascinant. Ben, c'est vrai partout, hein. Tu me le dis, mais je l'entends puis je le vois aussi avec ma clientèle. On a vraiment besoin de donner un sens, une raison, une vision, une mission peut-être pour certaines personnes aussi. Et le fait de se connecter à soi, parce que ce contact avec l'hypnose permet justement de se reconnecter à soi-même. Ça aide les gens à trouver comme d'autres valeurs ou d'autres perceptions de la vie qu'ils avaient peut-être pas mentalement. C'est ça. Après, voilà, donc ils vont faire une expérience de quelque chose qui parfois sera en dehors du cadre de ce qui était connu, qui pourrait être surprenant, qui pourrait être parfois très très surprenant. Et donc ça amène la notion qu'il y a des possibilités de se voir exister à un autre niveau, qu'il y a quelque chose qui peut sortir complètement du cadre des images de soi-même qu'on avait faites. Oui. Et il se vit d'abord dans la sensorialité, et il peut se passer ensuite un certain temps avant de pouvoir élaborer à partir de ces expériences-là, pour pouvoir donner du sens, en sachant qu'on apprend aussi avec l'hypnose à ne pas nécessairement donner un sens définitif aux choses. On peut laisser le sens évoluer au fur et à mesure, en fait, au fil des semaines sur une chose. Ça peut être intéressant de dire que
une signification qu'on avait attribuée un peu automatiquement, on peut se dire cette chose-là, je ne sais pas ce qu'elle signifie en fait. Et qu'est-ce qui se passe si en fait je n'en connais pas la signification et que je me laisse guider par autre chose qui va pouvoir aller explorer en fait certains aspects de cette expérience pour m'amener peut-être à découvrir des choses que je n'avais peut-être pas imaginées. Finalement, c'est peut-être parfois ça le futur, c'est des choses qui sortent complètement du cadre de ce qu'on pouvait connaître. Donc, ça ne sera pas une répétition. Cette idée d'expérimentation, qu'on s'autorise à expérimenter ce qui peut être là à l'intérieur de nous comme une forme de découverte. Et d'accepter, d'accueillir que des fois ça peut être des surprises à toutes sortes de niveaux. L'autre chose aussi, Pascal, je sais que tu vis ça toi aussi avec ta clientèle, c'est que après que les gens se sont connectés de cette manière-là, ben évidemment ça génère des changements, mais pas nécessairement toujours ceux que les gens imaginent. Et en plus, il y a des actions concrètes. C'est-à-dire que les gens pensent que parce qu'on est en transe ou on est à l'intérieur, que ça se passe que à l'intérieur. Mais non, non, non. Il y a vraiment des choses concrètement qui peuvent évoluer, changer dans la vie des gens. Oui, tout à fait. D'ailleurs, l'hypnose est quelque chose de très actif. Contrairement à une idée reçue, tu es toujours là? Oui. Contrairement à une idée reçue, on n'est pas du tout passif en état d'hypnose, on est très actif. D'ailleurs, la transe implique que la personne soit dans un état psychologique spécial, mais que cet état soit utilisé dans une tâche. Alors une tâche, ça peut être des tâches à visée de découverte et d'apprentissage de l'hypnose, donc apprendre des manifestations hypnotiques, des lévitations du bras, etc., pour comprendre en fait comment on arrive à produire soi-même des phénomènes hypnotiques. Donc on apprend finalement que notre inconscient peut produire des choses, peut créer des vécus, des expériences, et que s'il est capable de créer ça, il est potentiellement capable de créer aussi autre chose. Et on s'aperçoit que finalement que parfois il y a des personnes qui se sont rendues compte après un changement, en étant témoin d'un changement, que quelque chose avait eu lieu, mais elles ne le savaient pas au départ. Parfois, il faut du temps pour actualiser quelque chose qui a déjà changé en réalité. Et oui, il y a des changements concrets. On veut dire que l'inconscient, c'est une dimension de nous qui peut être très concrète, qui peut être très concrète dans notre rapport à l'espace, au mouvement, aux rencontres, tout ce qui implique la sensorialité. Notre inconscient est très compétent là-dedans. On le sait dans la gestion de la douleur, on le sait tout simplement parce qu'on arrive à produire en état d'hypnose des phénomènes qui changent notre rapport à la réalité pendant que ça se produit. Et que pendant que ça se produit, on peut même vivre des choses. Oui, c'est ça. Ah, écoute, c'est hyper fascinant tout ça. Un gros merci à toi, Pascal. On parlerait pendant des heures. De toute façon, les gens peuvent te rejoindre. Tu es à la Possession à La Réunion, mais tu vas sur l'île au complet aussi pour enseigner et recevoir des gens, etc. Donc, un gros merci à toi et belle continuation dans tes projets et dans la recherche. Avec plaisir. Merci Isabelle. À très bientôt. Au revoir. Bye bye. Merci à vous tous. Donc, c'était une magnifique rencontre avec Pascal Mallet, psychologue et coach de l'île de la Réunion. Et nous, on se revoit pour un prochain épisode. Dans quel pays? Vous le saurez sous peu. Au revoir à vous tous.